Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. J'ai le plaisir de recevoir Yvon Martin, comédien. Bonjour Yvon. Bonjour. Bienvenue dans Kinopassion et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Yvon, théâtre, télévision, cinéma, on peut te voir partout, voire même en même temps. Alors, le théâtre, c'était Le Carton, Oui. de Clément Michel, Toc Toc, de Laurent Baffy. Tu es auteur et interprète. La fin du monde va bien se passer, pardon, mise en scène par Violaine de Carnet. Et actuellement, on peut te voir en alternance dans la cantatrice chauve de Ionesco, bien entendu au théâtre de Hachette, dans une mise en scène de Nicolas Bataille. La télé, Les Bleus, premier pas dans la police, où tu avais le rôle principal, de Christophe Douchan, tu as eu dans Le sang de la vigne, section de recherche, tu es dans la saison 3 de cette série très percutante qui était Ainsi soit-il, de Rodolphe Tissot. Tu es le cardinal Mazarin dans La guerre des trônes. Tu étais Meurtre à Bayeux. Et puis, on peut te voir très régulièrement sur France 3 dans Un si grand soleil. Le cinéma, avec une vingtaine de films, parmi lesquels Les fautes d'orthographe de Jean-Jacques Zilberman, Nos jours heureux du duo Nakache-Toledano, Christian d'Elisabeth Lechêne, dans lequel tu tiens le rôle principal, Superstar de Xavier Giannoli, Coupé de Michel Hazanavicius, Ma mère, Sylvie Vartan et moi de Ken Scott, et 3 films avec ton ami et complice Emmanuel Courcol, Cessez-le-feu, Un triomphe et En fanfare. Donc, comment t'es venu le désir de devenir comédien ? Je pense que ça date de l'enfance, ça date des ateliers de théâtre, ça date gamin, c'était là où je m'amusais le plus, des ateliers de théâtre quand j'étais môme, et puis aussi des colonies de vacances, dans lesquelles je faisais des colonies un peu marrantes, parce que c'était musique et théâtre. Tous les gamins étaient musiciens, apprentis, et on faisait des spectacles musicaux à la fin de chaque colonie. Et je pense que c'est de là que ça vient. C'est L'enfance, parce que j'étais heureux quand j'étais en répétition avec des copains. Je trouve que c'était un endroit d'amitié marrante où on faisait les cons, on était léger. En Oui, même c'était temps, liberté. et en même temps, c'est un endroit intelligent. C'est un endroit où on a des textes, on parle de livres, c'est un endroit qui est quand même à part dans l'enfance, où tu peux échanger sur quelque chose de profond avec des adultes, avec d'autres jeunes. Il n'y a pas tellement d'espace comme ça où on peut avoir un échange d'un certain niveau, tu vois. Je pense que ça fait partie du plaisir, comme dans la musique. Quand moi, je faisais beaucoup de musique quand j'étais gamin, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on fait appel à ton sens de ce qui est beau, de ce qui est réussi, où on te demande ton avis. Tu vois, où tu as de la place, en fait. Tu as de la place. Voilà. En fait, quand les gamins font des activités artistiques, ils ont de la place, ils sont regardés, ils sont vus, valorisés. Et je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que... en fait, t'es bien quand t'es là, quoi. Oui. Voilà. Et si en plus il y a le prof ou l'animateur qui va installer ça et mettre en confiance des enfants, combien d'enfants sont arrivés dans des ateliers théâtre en étant très timides, et puis à la fin de l'année ont explosé, quoi. Des chrysalides qui deviennent des papillons. Je pense que Et puis ça peut créer des vocations. Et puis c'est parce que dans l'enfance, t'as quoi ? T'as l'école, on te propose... t'as l'école, t'as la famille, t'as l'éducation religieuse si t'en as une. Enfin, t'as plein d'endroits où tu restes à ta place de gosse, on ne te demande pas trop ton avis. Et les domaines artistiques
te font grandir, puis te font regarder aussi comme une personne intéressante. Quand t'es môme et qu'on vient regarder ce que tu dessines, comment tu danses, comment tu joues de la musique, c'est bon le sentiment que ça fait à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est beau d'avoir des... Moi, j'avais la chance de grandir dans une ville où il y avait beaucoup d'activités, d'associations. On pouvait vraiment faire beaucoup d'instruments de musique, on pouvait faire tous les sports qu'on voulait. Enfin, c'était une chance d'être en province, mais dans un endroit où tu as beaucoup de choses proposées aux gamins. Quel est ton film coup de cœur ou ton film référence? Celui qui, éventuellement, aurait pu déclencher ta passion pour le cinéma. Pas forcément ta vocation de comédien, ta passion enfant pour le cinéma. Alors, enfant, j'ai vraiment un grand souvenir de La forêt d'émeraude de John Borman, vu au cinéma avec mon frère, il me semble. On est tous les deux et ce film m'avait complètement... Enfin, il m'a pas hanté, mais en fait, ça fait partie des rêves que j'ai toujours d'aller là-bas, d'aller en Amazonie. Vous savez, il y a des choses comme ça qu'on rêve de faire dans la vie, des espèces de trucs qu'on porte depuis l'enfance, mais peut-être qu'un jour on le fera. Ça fait partie de mes trucs, que peut-être qu'un jour je le ferai. D'aller en Amazonie, descendre l'Amazonie en pirogue. Et ce film-là, moi, m'avait vraiment très, beaucoup marqué, beaucoup chamboulé. Et il y avait dedans aussi, après quand je regarde depuis maintenant, je dis, il y avait quand même des graines de choses qui m'intéressent toujours. La spiritualité, ça m'intéresse. La nature du réel, qui n'est pas forcément celle qu'on croit. Et ce film-là confronte des visions, l'Occident contre des peuples qui ont des visions du monde dont nous on s'est éloigné par matérialisme, le rapport à la nature qui est très fort dans le film, et le mystère de ces peuples invisibles, oui. de ces humains comme nous mais qui ont des vies qui sont tellement différentes. Je trouve ça reste des choses qui aujourd'hui m'intéressent toujours. Oui, et le film portait toutes. Quand on est ado, on voit ce film, pareil, moi ça avait fait cet effet-là, d'une certaine façon, et puis on commence à réfléchir, et en le revoyant adulte, on se rend compte que si on le regarde aujourd'hui, il est toujours d'actualité, et plus que jamais. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est presque un instantané, mais on se rend compte que depuis que ce film a été tourné, il y avait des messages. Tu disais, il y a beaucoup de messages dans ce film qu'on ne voit peut-être pas quand on est ado, mais ça fait prendre conscience quand même. Ah oui, c'est un film. On a envie de se mettre à la place du héros quand même. Ouais, c'est des films qui ouvrent sur le monde, sur des... Et puis la quête de ce jeune homme pour trouver son père, ça m'avait vachement touché. Voilà, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu, et ça m'a plu aussi sur les rituels qui sont faits dans cette tribu pour devenir un homme. Comment est-ce qu'on sort de l'enfance? Comment est-ce qu'on devient... Eux, ils ont ce rituel donc de prendre cette drogue qui te fait voir un animal qui est un animal totem, etc. Bon. Évidemment, nous, on vit dans des sociétés où on passe le brevet. Enfin, on n'a pas tout à fait le même genre de... C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes problématiques. Mais nous, il faut comme les enfants de ces peuples, nous, les enfants ici, on doit sortir de l'enfance. Voilà, ça m'a beaucoup touché, ce film. As-tu une réplique favorite qui te revient régulièrement, que tu aimes sortir Alors, je trouve que c'est une question difficile, parce que déjà, il faut se rappeler des répliques. Non, mais ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'il y a des films que j'ai tellement aimés que je les ai regardés en boucle, et que je pouvais les regarder à l'époque en disant tous les dialogues. Je dirais que c'est ça mes répliques préférées. Et donc, par exemple, il y avait Sebouet, Besson.
je pense que c'est le film que j'ai le plus regardé. Je crois que je devais avoir 12, 13 ans. Je le regardais tous les jours ou je le regardais tous les 3 jours pendant une période. Et donc, Police, menottes, prison, Oui. tu vois, Ouais. je peux dire que c'est une de mes répliques préférées. Et sinon, et là, moi, je vois ma môme, elle a 13 ans et elle regarde Stranger Things, saison 3, elle adore la saison 3. Et c'est pareil. Et elle est devant la télé et elle dit toutes les répliques. C'est Ouais, rigolo. c'est rigolo, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que dans Subway, il y a quelques morceaux qui ont marqué. Hein, Voilà. Eh ben, on garde Subway alors avec. Allez, on regarde tu, Subway. tu nous l'as refait, donc. Police, menottes, Note. prison. Quelle est ta bande originale de film préférée? Celle qu'éventuellement tu fredonnes, comme ça. Alors, les bandes annonces, c'est comme les films. Dire qu'on a un truc préféré, c'est très dur. Oui, Ça je dépend sais. des moments. Je sais, je Tu vois, pose des cette année, questions ce terribles. mois-ci, là, demain, dans une heure. Ça, je peux pas dire que ça change tout le temps, mais quand même. Après, on a, par exemple, récemment, une BO dont je suis vraiment fan. Je l'ai trouvée démente au cinéma. Je la mets dans la voiture. Les mômes sont comme ça. Ça nous met une énergie de fête. Euh, c'est Babylone Ah oui. de Justine Hurwitz, c'est Mhm. ça. Et alors moi je suis saxophoniste, donc évidemment j'aime beaucoup le saxophone. Et le baryton, c'est un instrument qu'on n'entend pas si souvent. Et là, mettre le baryton à l'honneur, c'est tellement bon. J'ai vraiment été transporté. Bon, j'ai adoré ce film. Et puis la BO est quand même extraordinaire. Je trouve qu'elle a. Bon voilà, donc c'est des thèmes qui sont ils sont utilisés plusieurs fois de manière différente, ils sont déclinés. Il y a un moment, c'est décliné en techno, mais ça marche hyper bien. Les mômes dans la voiture, je te dis, sont là. Alors que tu es sur une musique qui date plutôt des années 20. Oui, parce que qui va avec le qui contexte va avec du le film. contexte du film et des instruments. Ouais. Et donc, bon, voilà, Mais, celle-là, je mais l'ai adorée. la folie du film fait que quand il y a la version techno, Mm. ça passe, Ça passe, ouais, ça ouais. passe sans problème Ouais, ouais. et ça choque pas. Quoi. Non, non, non. C'est même c'est brillant d'avoir Ouais, fait ça. c'est fort, ouais. Ouais, ouais, c'est très fort. Ouais. Après, les BO de films, j'en aime. J'en aime, j'aime Nino Rota, j'aime. Ah oui. Hein. Il y a beaucoup de musiques Oui. qui sont. Qui sont. Incontournables et Qui sont qui font- puissantes, quoi. et qui font parfois partie de nos vies. Hmm. Parfois, on entend, quand on est enfant, on entend d'abord la BO avant de voir le film. Mhm. Parce que le disque traînait chez les parents et qu'on va le mettre sur Ouais. ça- Moi, dans les musiques qui m'ont marqué, Midnight Express. Ouais. Léo qui m'a marqué. Ouais. Après, tu vois, il y a aussi la nostalgie de la jeunesse, l'adolescence. Je les avais en cassette, je les Ouais. écoutais. Bagdad Café, j'avais ça. Ah, J'écoutais oh. ça aussi en Ouais, boucle. magnifique, ouais. Oui, et puis en Ouais. plus, le thème de Bagdad Café, la chanson est devenue presque je dirais, presque un tube. Mhm. Euh, Ouais, c'est ouais, ça. tellement Dans beau. un film, de faire ça. souvent, si la musique qui est vraiment bonne et présente, c'est un des personnages, souvent. Mhm. Ça peut être un personnage de film. Il y a des musiques qui ont sauvé des films aussi. Bien sûr. Mais il y a des thèmes. Alors, le film était bon, la musique était bonne, puis il y a des thèmes Ouais, comme ça qui Morricone, sont très. Morricone, voilà. Morricone, forcément, ça marque vie. Et puis, on a la chance en France d'avoir eu d'en avoir toujours, mais des grands compositeurs. Je pense évidemment à Michel Legrand, à Claude Bolling, à François de Roubaix. C'est qui voilà on même Et aujourd'hui aujourd'hui bien entendu Christophe mais, Julien. oui Voilà. on a tout ce qu'il faut, on a toujours eu en France Georges Delerue, évidemment on ne peut pas ne pas parler de, c'est incontournable, Georges Delerue, de se dire que la France a toujours été et puis ce sont des artistes qui ont aussi qui sont connus à l'étranger. C'est ça, c'est que Michel Legrand, François de Roubaix, Claude Bolling aussi,
sont connus outre-Atlantique. Bon, et puis Michel Legrand a fait des musiques, des BO de films américains. Donc, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est comme ça que Vladimir Cosma, qui était son collaborateur, tu connais l'histoire non, je ne sais pas si je connais l'histoire. C'est que au moment de Alexandre le Bienheureux, donc Philippe Noiret, le film de Yves Robert, c'est Michel Legrand qui devait faire la musique. D'accord. Sauf que il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'il est appelé aux États-Unis pour faire la musique de l'affaire Thomas Crown. Donc il demande à son assistant Vladimir Cosma de faire la musique de Alexandre le Bienheureux. Et voilà comment ça commence comme ça. Comment ça commence. Ouais, génial. Voilà. Bien sûr, Vladimir Cosma, incontournable. Et Bien toujours sûr, là, oui, voilà, Vladimir Cosma. On ne peut pas ne pas parler du grand Vladimir Cosma. Hein, ouais. Après, tu as des musiques qui sont... Par exemple, là, je pense à la BO de un film qui s'appelle Le Théorème d'Archimède. C'est un film que je connaissais bien, parce qu'il y avait mon frère qui tourne dedans. C'est pas une musique qui est faite à la base pour le cinéma, mais c'est une musique qui est faite pour ce film-là. Et dans ce film-là, cette musique nous révèle, c'est un exhausteur de goût, de saveur, ça nous fait rêver de ce monde. Et ça, c'est... Enfin bon, très, 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 très touché par certaines musiques. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire encore sur la musique ? Bah, évidemment, alors, faire un film... ça, c'était très marrant, puisque là, il y avait une passion pour le cinéma, l'amitié avec Emmanuel, et faire de la musique en même temps. Oui. Alors, c'était juste vraiment fabuleux, quoi. Donc, quand même, ça fait des grandes journées, hein, parce que dans la même journée, tu vas jouer Aïda pendant 8 heures dans la journée. Enfin, c'est toujours ça qu'on joue. Oui, c'est quelque chose. C'était formidable, avec des copains sensationnels, les gens de la fanfare de l'Alain. C'est des copains, quoi, des copains comme dans la vraie vie. Et on le sent dans le film. Ah ouais. On le prend. On est accueillis, par des gens avec le cœur, quoi. Oui, le cœur et la passion de la musique, et puis la joie de raconter une histoire ensemble. C'était vraiment un grand moment. Bah oui, on pouvait pas parler de musique sans parler d'enfants. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et bien entendu. Ouais. Et c'était très beau de voir tout le travail qui a été fait en amont, pendant, après, le travail avec les chefs d'orchestre, le travail qu'a fait Benjamin. C'est dément, quoi. À la lecture, je me rappelle Benjamin qui, après première lecture, il vient nous voir et on était 2-3, et puis il nous a fait tout le morceau qu'il travaillait, toute la gestuelle qu'il faisait, comme ça, par plaisir de partager, tu sais, comme on t'es avec un copain, puis t'essayes ta réplique, ou t'essayes ton... Et donc il nous avait fait tout un... Je trouvais ça... J'entendais presque la musique, tu vois. C'était beau, quoi. C'était un beau moment, on se découvre, on fait connaissance avec les autres acteurs, et tu les vois dans les moments de leur créativité, mais intime. C'est comme un danseur dans sa loge qui répéterait des pas en shadow, tu sais, comme les boxeurs qui font des mouvements, ou les mecs en bobsleigh. Et là, tu vois le copain qui répète ce qu'il a travaillé. Tu vois le travail en cours. Tout ça, c'est des moments très précieux. Très précieux, tu vois. Voilà. Quel est l'objet cinéma, l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter, ou l'objet dont tu souhaites nous parler? Alors, je me marre, mais l'objet, en fait, je ne l'ai pas sur moi, mais il faut toujours que je le trouve quand j'arrive sur un plateau. Oui. C'est pas toujours facile. Parce que des fois, on est loin de cet objet. Des fois, il n'est pas disponible. Et bien, c'est une chaise. Donc, l'objet que j'ai amené de cinéma, c'est ça. Parce que dans un tournage, moi, j'aime bien avoir un petit endroit, une petite bulle. Et donc, la chaise, c'est l'endroit le plus... C'est la tente de repli, c'est la coulisse
en fait, pour l'acteur de cinéma. C'est cet endroit où il y a les petits rideaux tout autour et on peut être dans la bulle et puis être à soi-même aussi. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup d'activités sur un plateau, tu as énormément ouais. t'as du monde, des gens qui parlent, des gens qui passent. Et toi, quelques instants après, Ouais. tu vas être quelque part, Mhm. dans un état particulier, tu vas raconter cette histoire, au milieu de tout ce bordel qui se suspend Ouais. Oui, et parce qui que reprend après. il faut que Enfin, tu te. c'est pas un le bordel, peu, c'est que tout le monde ouais, travaille. tout le évidemment, monde travaille. Ouais. Et donc, moi j'aime bien avoir. Et puis, donc on- j'aime bien. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment. Puis c'est important parce qu'on passe on passe souvent plus de temps assis sur un tournage qu'à tourner. Grosso modo. Donc, oui, enfin, il y a du temps de préparation, tout le monde. Parce qu'il y a le temps de se prépare, préparation bien sûr. d'un plan, bon, bien sûr d'une scène à l'autre, mais même d'un plan à un autre dans une même scène. C'est donc le temps de changer tout. Il faut aller, il faut aller s'asseoir. Oui, oui, il faut trouver une chaise. C'est Alain Chabat un jour qui a dit c'est formidable de voir être acteur, mais il faut penser qu'on passe beaucoup de temps assis quand même sur un tournage. Ah oui. Puis la fameuse de Jouvet. Pardon La fameuse de Jouvet, c'est le cinéma, c'est l'art de trouver une chaise. Oui. Ah bah oui. Mais c'est pas fou. Oui, oui. Et sinon, j'aurais pu amener aussi des carnets, parce que moi, j'aime bien écrire dans mes carnets, je prends des notes. Ah oui, sur les tournages Ça peut être ouais, sur le tournage, ouais, surtout à la ou maison, ou en on prépare, préparation. mais sur le tournage aussi, je peux des petits l'avoir. carnets. J'aime Ah, bien ouais. écrire aussi, ouais. Ça dépend des tournages, de comment ça se passe, puis on change tout le temps de méthode. Oui. Ça évolue, je trouve. Tu essaies comme ça, après tu inclus quelque chose. Hein. C'est pas figé, quoi. Non. Toujours en Ouais. process Heureusement. d'apprendre, d'essayer comme ci, comme ça. Merci. Peux-tu, s'il te plaît, nous raconter une ou deux anecdotes de tournage? Alors, quand je pense à cette histoire d'anecdote, ce qui me revient, par exemple, c'est... J'ai fait un court-métrage, et puis on est tous très jeunes, quoi. Hein, tout le monde démarre, donc... et puis je croise le compositeur, donc la musique du film. Et puis on échange, on s'entend bien, on a le même âge. Et en fait, il se trouve que c'est Christophe Julien. Voilà, donc Christophe Julien, aujourd'hui, c'est toutes les des très grandes BO tous les ans, quoi. C'est vraiment un grand artiste. Et ben, on est tout jeune et on est allé chez lui parce qu'il m'avait dit que dans la BO, il voulait mettre un morceau funky. Et moi, je lui ai dit, oh, j'adore la musique funk, j'ai un groupe de funk, est-ce que je peux faire une ligne de sax dessus? Et donc, on est allé chez lui dans son appartement. Moi, j'avais pris mon sax, il avait ses micros, etc. Et on avait enregistré une ligne, un truc assez rapide et tout. Mais après, c'était dans le film. Et j'avais adoré ce moment un peu suspendu parce qu'on n'a pas forcément de contact avec les compositeurs, nous, quand on est acteur, enfin, tu vois. Mais dans le monde voilà, dans ce film-là, donc c'est Passion de 69 de Jean-Patrick Bénesse et Alan Mauduit, qui ont fait ensuite Vilaine, qui ont fait Rebelle. J'ai fait Arès aussi avec Jean-Patrick Bénesse. Et là, ils viennent de faire Nero sur Netflix, qui était une super série. Vraiment, ils sont très, 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 très forts. Et Christophe, donc, est devenu ce grand compositeur. Moi, j'aime bien cette anecdote parce que c'est sur la... Quand tu commences ta carrière, tu sais pas que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas recroiser les mêmes. T'en as qui auront des carrières démentielles, d'autres qui auront une vie la carrière moins grande, où ça monte, ça descend, tu sais. Et j'aime beaucoup avec les vieux copains, les vieilles anecdotes. On vient du même œuf, tu sais. Ouais. On était plusieurs ovules dans le même œuf. C'est joli. Et ouais, c'est des très chouettes moments, ça. Dans les anecdotes, par exemple, les anecdotes, c'est aussi des souvenirs qui te marquent. C'est des trucs qui... Alors, par exemple, je sais que j'ai passé une après-midi avec Charles Nemes dans une bagnole, toujours sur une chaise. Voilà, on était dans une voiture parce qu'on attendait que ça tourne, dans Christian.
Et on se met à parler de musique, et il me parle de musique irlandaise. J'adore la musique irlandaise, et il me fait découvrir plein de choses. Uh-huh. Ça, c'est des moments, C'est un point commun, évidemment. super adorables. Ouais, bah oui. Oui. Mais sur ce film, t'as une maman extraordinaire, Annie Girardot, comme maman de cinéma. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai 25 ans, je crois, quand on fait ça. Et Annie Girardot, quand elle commence, après l'action, et qu'elle rentre, quelque chose se passe, l'énergie se concentre et ça monte. Mhm. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si c'était une présence magnétique très forte. Mhm. C'est assez surprenant à voir et tu dis waouh, quel est ce secret, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un grand moment de vérité, comme s'il était tellement vrai à ce moment-là, à chaque moment, que ça crée quelque chose de très, très beau, très particulier. Et voilà quoi, elle était âgée. C'était vraiment un honneur d'avoir Annie Girardot comme maman. Parlons à présent de ton actualité. Alors, depuis 2024, tu es Sohan Guérin dans Un si grand soleil. Je te vois très, très régulièrement. Mmh. Et actuellement, tu es en tournage dans Noir comme neige, donc une série de téléfilms sur France 2, un policier avec Laurent Gérard. Et on en a parlé au début de l'émission, tu joues au théâtre en alternance dans La Cantatrice chauve de Ionesco, dans la mythique salle du théâtre de la Huchette, dans le 5e arrondissement de Paris. Ça, c'est... Oui, alors la Huchette, c'est les copains de théâtre. Alors, j'ai eu plusieurs familles de théâtre au cours de ma carrière. Et puis, il y a quelques années, je suis rentré dans cette... vraiment, c'est des gens adorables. C'est un métier, on est très isolé. Le métier d'acteur, on est un peu dans son coin. Les endroits collectifs, c'est les troupes. Ça, c'est des beaux endroits. Après, il y a les collectifs d'acteurs, les collectifs qui sont... par exemple, Emmanuel Courcode, je l'ai connu dans un collectif d'acteurs. Ouais. On est en 97 et on cherche du travail les uns pour les autres. En fait, on est agents les uns pour les autres. Oh, c'est chouette ça. Ouais, ça s'appelait Alter Ego. Et donc, on est entre 20 et 30, c'est que de la cooptation. Donc, si j'aime bien ton travail, je peux parler de ton travail aux autres, et puis s'ils me font confiance, je dis OK, ils rentrent dans le groupe. Et on avait un petit bureau dans le 15e, porte d'Orléans, et on allait faire des après-midi ou des matinées avec à l'époque, il y avait des dictionnaires du métier, des annuaires professionnels, tu sais, il fallait... Et on appelait les productions, les radios, les théâtres, les compagnies, les studios de voix, pour dire... Bon, bah, nous, on a un collectif, on cherche du boulot. Tu peux le faire quand c'est pas pour toi. Quand c'est pour les copains. Quand c'est pour toi, c'est plus dur. Ouais. Mais quand c'est pour les copains, ça va. Et donc, Emmanuel, on s'est connus là, avec Emmanuel Courcol. Donc, il fait... donc, c'est une amitié de bientôt d'une trentaine d'années. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui me connaît. Il m'a vu au théâtre, il m'a vu grandir comme acteur. Et on a toujours aimé la présence l'un de l'autre. On se marre. C'est vraiment une grande complicité, et puis c'est une grande chance quand quelqu'un te dit « Viens, je t'emmène dans mon aventure », quand c'est pour faire des aventures aussi fortes. Aussi fortes, oui. Ah, un tournage, c'est une aventure humaine, mais dans de tels films, c'est vraiment, parce que là, l'être humain est tellement mis, c'est un cinéaste de la réconciliation, c'est un cinéaste comme Ken Loach, c'est un homme qui tous les personnages sont regardés à hauteur d'homme avec humilité et respect, et dignité. Et tous les personnages sont regardés, ils sont servis dans l'écriture avec beaucoup de dignité, beaucoup d'amour, de compréhension. Mm-hmm. Tu vois, dans Fanfare, quand même, quand t'as pas beaucoup de séquences dans le cinéma où le mec va parler de son salaire 11 € de l'heure.
Et ça, c'est la réalité de millions de gens en France. La plupart des gens, c'est ça le salaire. C'est 11 € de l'heure. Donc, quand la banque te demande 8 € pour une lettre recommandée qu'elle t'envoie, elle te prend 1 heure de ton travail. On n'entend pas ça souvent au cinéma. Donc, c'est ce regard à hauteur du réel et de la dignité des gens et de ce qu'ils ont à vivre dans ce cinéma-là, il est très, très beau. Alors là, on a le haut et le bas. Et sans jamais donner de leçons. Et sans donner de leçons. Avec la compréhension de la complexité de ce que les gens vivent. Et on peut se reconnaître et tout ça d'une façon avec la comédie, mais c'est très bien dosé et avec une profondeur. C'est un mélange de la profondeur humaine, de la connaissance profonde des humains, mélangée avec le savoir scénaristique des dialogues. C'est comment des grands artistes, avec un coup de crayon, tu vois une feuille qui tombe, tu dis comment c'est possible. Ben, t'en as avec 3 dialogues, 4, hop, tu vois vraiment des humains, c'est très vivant, très vibrant, tu dis comment c'est possible. Ça c'est le talent de scénariste, à la base, dialoguiste, et puis réalisateur, chef de troupe. Chef de troupe, oui. Ouais. Et ça se ressent. D'ailleurs, dans les films d'Emmanuel, ça se ressent. Et puis, tu l'as dit, le scénario, on en parlait tout à l'heure en regardant tous ces films qui nous entourent, et on pense forcément toujours à Gavin qui disait qu'un film, c'est un bon film, c'est 1, une bonne histoire, 2, une bonne histoire, 3, une bonne histoire. 3, une bonne histoire. Oui. C'est, voilà. Après, il y a tout ce qui, une fois que tout le monde est sur le plateau, bien entendu. Mais il y a comme tu dis, j'aime bien le chef de troupe, et qui, évidemment, c'est jamais pareil, mais quand ça fonctionne, comme on dit, la sauce va prendre, et qu'une fois le rendu sur l'écran, ça ment pas, et que le spectateur, les spectateurs sont là, et puis maintenant on en parle des films avec les réseaux sociaux, les gens postent, et tant mieux d'ailleurs, mais bon, si c'est en bien, c'est quand même beaucoup mieux, mais je pense que le bouche à oreille joue beaucoup. On peut écouter évidemment les critiques, on peut lire des choses, mais... Là, c'est un film qui a vachement... En fanfare, ça marche beaucoup sur le bouche à oreille, je pense. Oui, mais c'est un vrai succès populaire. Dont on a besoin. C'est des films qui font du bien. On sort de... Parce que l'histoire de ces 2 frères est tellement formidable et... c'est touchant. Oui, il y a des moments... Bien sûr qu'il y a des bulles de comédie qui sont nécessaires, mais c'est touchant. Et on sort de là, mais on se sent bien, parce que là, on a vu l'être humain dans son meilleur. Oui, tout à fait. Mais il y a une évolution. Ce qu'il y a, c'est que tout au long du film, c'est une évolution. C'est pas linéaire. Et ça, c'est ce regard sur les humains qui comprend, qui sait qu'on on pourrait faire une plus belle société. C'est-à-dire qu'il y a le film porte un espoir que beaucoup de gens portent. La plupart des gens ont envie d'une vie digne et de paix, et de simplicité dans les rapports, que ce soit... Tu vois, voilà, demain on est mort. Alors, le temps qu'on passe ici, il porte cette possibilité que ce temps qu'on passe ici, les quelques années qu'on va passer sur Terre, soit hautement humain. Et c'est très très touchant d'avoir la chance d'être dans des œuvres qui portent ça. Ça donne vraiment du sens au métier d'acteur. Merci Yvon. Merci d'avoir participé à Kinopassion, de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma et pour la musique. Et la musique, indispensable. On remercie encore notre ami Christophe pour son accueil au Vidéoclub de la Butte. C'est extraordinaire. On est comme dans
Tu disais, hein, quand tu es arrivé, on est comme dans un magasin, dans une pâtisserie, comme des enfants dans une pâtisserie, un magasin bonbons ou un magasin de jouets. Et, non, mais ça, c'est la sensation. En plus, c'est mieux que le vidéoclub que moi j'ai connu. Oui. C'est-à-dire que c'est le vidéoclub qu'on adorait y aller. Mais en plus, là, tu n'as que vraiment des des milliards de films qui sont déments. Qui sont déments, et puis tu as un conseil, en plus, voilà, c'est un lieu d'échange, c'est un vrai lieu, c'est un vrai lieu de vie. C'est un super endroit, c'est un bonheur d'être là. Ben écoute, je suis ravi que tu aies pu découvrir ce lieu, et on vous encourage à y venir, au 49 rue Colincourt, dans le 18e. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne de Kinopassion Paris. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Encore un nouvel invité kino-passionné et kino-passionnant. Au revoir Yvon. Au revoir Jérôme. Encore merci. Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.